est la seule grande ville du monde dont le passé soit aussi étroitement lié à la vie de tous les jours. À mesure qu'elle s'est développée, la ville a incorporé les constructions existantes à des édifices d'époque et de styles différents. Ce qui serait ailleurs un véritable sacrilège devient à Rome une source d'enchantement, une véritable passerelle tendue entre le XXe siècle et l'Empire romain. Sans doute, cette continuité s'explique-t-elle par les dimensions colossales des édifices antiques, trop grands et trop prestigieux pour être entièrement démolis. Ainsi Rome permet le plus captivant des voyages, le voyage dans le temps. Pour qui a l'esprit ouvert et l'œil vif, le simple fait d'aller chez l'épicier ou d'aller boire un café peut être l'occasion d'une promenade parmi les fontaines baroques et les colonnes des temples antiques. Le Colisée est sans conteste le monument le plus représentatif de la Rome antique. Avec le Forum romain et les forums impériaux, le grand amphithéâtre témoigne de la puissance qu'avait Rome à cette époque. Le Forum était le centre de la vie civile et religieuse. C'est là que se trouvait le siège du gouvernement et les principaux organes de l'État. Sur le Capitole veillaient les dieux protecteurs de la ville, auxquels étaient élevés des temples et des statues, tandis que les palais des empereurs se dressaient sur le Palatin. Sous l'Empire, le Forum romain devint trop petit pour la ville, dont la population ne cessait d'augmenter. Les empereurs firent construire de nouveaux forums. Celui de Trajan, l'un des plus grands, comportait une place sur laquelle se dressait un temple, une basilique pour l'administration de la justice, la colonne Trajane et les marchés monumentaux à la façade incurvée. Près du forum de Trajan, le forum d'Auguste, qu'une grande muraille séparait du quartier populaire de Subure. Et juste après, voici le forum de Nerva, qui contient des vestiges de précieuses sculptures. Les pierres antiques du forum de Trajan sont mêlées à des constructions du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque baroque. La tour des milices, la maison des chevaliers de Rhodes, les deux églises baroques symétriques forment depuis des siècles un décor très original et suggestif. Partout dans le centre historique, les vestiges des monuments romains côtoient des constructions beaucoup plus récentes. Sur la Piazza Colonna, devant le palais Chigi, se dresse la colonne de Marc Aurèle, qui, avec la colonne Trajane, est l'une des créations les plus originales de la sculpture romaine. Les gigantesques vestiges du mausolée d'Auguste, construction circulaire qui abritait le tombeau de l'empereur, constituent une présence familière au bord du Tibre, qui contraste violemment avec le parallélépipède qui protège l'Ara Pacis Augustae. Malgré l'impression de chaos que donnent leurs murs écroulés et leurs arcs brisés, les thermes de Caracalla évoquent encore les immenses salles qui abritaient autrefois des piscines, des gymnases et des bibliothèques. On pense que ces thermes pouvaient accueillir 1600 personnes, un nombre extrêmement élevé même pour aujourd'hui. L'eau qui alimentait ces thermes et qui assurait l'approvisionnement de toute la ville était acheminée depuis les collines avoisinantes grâce aux grands aqueducs que l'on peut encore voir dans la campagne romaine et dont on aperçoit des fragments un peu partout dans la ville. Au IIIe siècle, après Jésus-Christ, l'empereur Aurélien fit élever une puissante muraille pour défendre la ville contre les attaques des barbares. Cette enceinte, dont une bonne partie existe encore, est ponctuée de portes monumentales. La porte San Sebastiano marque l'entrée de la Via Appia Antica, qui reliait Rome au port de Brindes, d'où partaient les navires pour la Grèce. Le long de la Via Appia,
bordés de cyprès et de pins parasols, se dressent les vestiges de splendides monuments funéraires. Parmi eux, on reconnaît le tombeau cylindrique de Cecilia Metella. En poursuivant la Via Appia, on croise les catacombes de San Callisto et de San Sebastiano, anciens cimetières et lieux de culte des premiers chrétiens. Dans l'Antiquité, Rome possédait un port fluvial qui la reliait au port d'Ostie. Les quais et les entrepôts de ce port sur le Tibre ont été récemment découverts. Près de là se dresse une petite colline, le Monte Testaccio, qui est formé en réalité d'un amas de débris, notamment d'amphores, destinés au transport des denrées alimentaires produites par la métropole. L'autre grand mausolée impérial, celui d'Adrien, fut transformé par les papes en forteresse puis en palais. Le château Saint-Ange, ainsi qu'il a été baptisé par la suite, abrita le pape Clément VII en 1527 lors du sac de Rome par les troupes de Charles Quint. Cet événement fut probablement l'un des plus terribles de la longue histoire de Rome, attaqué à l'apogée de sa gloire, non par des barbares incultes, mais par des soldats chrétiens. Du mausolée d'un empereur romain au tombeau de Saint-Pierre, la Rome chrétienne, symbolisée par la basilique de Saint-Pierre, et dont la construction a été entreprise au XVIe siècle, a hérité son caractère œcuménique de la Rome impériale. L'Église catholique, qui devait faire face à cette époque aux attaques du monde protestant, imposa un modèle architectural universel qui devait symboliser l'unité des chrétiens, guidés par un seul et unique pasteur, le pape. La coupole de Saint-Pierre, protectrice et dominatrice à la fois, évoque l'idée de la Sainte Mère l'Église, d'où partent les signes de bénédiction qu'envoient les innombrables statues qui rythment la balustrade supérieure. La place a été conçue par le Bernin comme le centre spirituel du monde catholique et comme le théâtre de ses rites. Saint-Pierre, la plus grande et la plus somptueuse église du monde, contient un nombre incroyable d'œuvres d'art. De la Pietà, œuvre de jeunesse de Michel-Ange, et qui est l'image même de la douleur poignante de la Vierge, au baldaquin du Bernin, représentation terrestre de la gloire céleste, l'intérieur de la basilique rassemble certaines des formes les plus achevées de la sculpture et de l'architecture des XVIe et XVIIe siècles. Derrière la coupole de Saint-Pierre s'étendent les jardins et les palais du Vatican, l'état le plus petit du monde sur lequel règne le pape. Les précieuses galeries du Vatican contiennent toutes les œuvres d'art rassemblées par les papes au cours des 5 derniers siècles. Parmi ces œuvres figurent de splendides sculptures du monde antique, ainsi que les cycles picturaux de Raphaël et de Michel-Ange. La Casina de Pie IV, du XVIe siècle, en plein cœur de la verdure, témoigne de ce qu'étaient les goûts et le train de vie des princes italiens de la Renaissance, et parmi lesquels figurait le pape. De la serrure d'un portail sur l'Aventin, le visiteur jouit d'une célèbre vue
sur la coupole de Saint-Pierre. Sur cette colline aristocratique, située un peu à l'écart de la ville, se dresse la villa du prieuré de Malte et l'église Santa Maria del Priorato, entourée de grands parcs et de basiliques antiques. Le relief accidenté des collines romaines a de tout temps stimulé l'imagination des architectes et des urbanistes. L'église Santa Maria del Priorato date du XVIIIe siècle. Elle est l'œuvre de Piranèse qui fut inhumé en 1778. Le style baroque, incarné par les 100 coupoles romaines et magnifié à travers les innombrables places, fontaines et perspectives de la ville, est à la fois le véhicule et le résultat du catholicisme triomphant de la contre-réforme. La culture humaniste des princes de l'Église et le génie des artistes ont contribué à faire de Rome, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la ville modèle par excellence. La Rome des papes égale en magnificence la Rome impériale. Ces basiliques témoignent du pouvoir qu'avait l'Église à cette époque et révèlent avec quelle habileté, quelle force celle-ci transmettait son message à travers l'art, la musique et les cérémonies grandioses. Comme beaucoup de monuments romains, Sainte-Marie Majeure a une histoire plus que millénaire. Construite au Ve siècle, à la fin de l'Empire romain, elle fut agrandie et embellie au Moyen Âge, puis refaite à la Renaissance. Entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, on lui ajouta 2 chapelles, la chapelle Sixtine et la chapelle Pauline. Quant à la façade, elle est du XVIIIe siècle. Le plafond à caisson a la particularité d'avoir été doré à la fin du XVe siècle avec le premier or venu d'Amérique. La mosaïque de l'abside date de la fin du XIIIe siècle. La basilique de Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome et du monde, a été fondée sous sa forme primitive au IVe siècle. Mais elle fut détruite à de nombreuses reprises par des incendies et des tremblements de terre. Avec ses colonnes et ses superbes statues, la façade du XVIIIe siècle de la basilique rivalise en beauté avec celle de Saint-Pierre. Le Latran fut la résidence officielle des papes pendant près de 1000 ans. Et le palais actuel, qui date du XVIe siècle, a été conçu pour être leur résidence d'été. Sur la place se dresse le plus haut et le plus ancien obélisque égyptien érigé à Rome. Le cloître de Saint-Jean date du XIIIe siècle. C'est l'un des plus beaux de toute l'Italie, avec ses colonnes aux formes variées et aux chapiteaux tous différents. Le long des murs sont disposés des vestiges de l'ancienne basilique. Le transept de l'église a été décoré par les plus grands maîtres du maniérisme de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. On remarquera les grandes orgues
placée juste au-dessus de l'entrée principale. L'abside, refaite au XIXe siècle, contient une grande mosaïque médiévale représentant le Sauveur entouré d'anges et la croix posée sur la Jérusalem céleste. Tout autour, on peut voir les différents symboles de l'iconographie chrétienne. L'église de Saint-Jean de Latran comporte 5 nefs séparées par des colonnes. Elle doit son aspect actuel à Borromini, qui parvint, malgré l'opulence de l'ensemble, à lui donner une certaine homogénéité et à créer une atmosphère empreinte de sobriété et de rigueur. L'une des caractéristiques de Rome est la transformation dans la continuité. Les édifices antiques servent de support à ceux de la Renaissance et de l'âge baroque, ou sont réutilisés dans un but différent. Sur la colline du Capitole, là où se dressaient les temples des divinités romaines, Michel-Ange construisit la première place de la Rome moderne, délimitée par 3 palais, donnant sur un escalier monumental. Le Panthéon, dédié à tous les dieux, est considéré comme le monument le plus important de l'Antiquité romaine, en raison de ses dimensions, de ses proportions et de sa coupole, l'une des plus grandes de l'époque. Aujourd'hui, c'est une église qui s'intègre parfaitement dans un quartier pittoresque, plein de petites places et de fontaines, de maisons colorées et de palais sévères. C'est dans le ghetto juif que le mélange entre monuments romains et habitation moderne est le plus manifeste. Les pierres antiques ont parfois été utilisées pour bâtir de nouvelles constructions. Ainsi, des bureaux de tabac et des vases de géranium apparaissent parmi les épigraphes antiques et les bustes de sévères citoyens romains morts depuis 2000 ans auparavant. Tandis que des colonnes de temples ou de marchés romains ornent les trottoirs qu'encombrent les tables des trattories. Et juste derrière la façade de la Via del Portico d'Ottavia, populaire et noble à la fois, s'ouvre une petite place au centre de laquelle se trouve la belle fontaine des Tortues. Le marché du Campo dei Fiori est une nouvelle occasion de retrouver le mélange intime du monumental et du quotidien. Ici, comme dans tant d'autres endroits de la ville, les moindres rites de la vie de tous les jours se déroulent dans un cadre grandiose. L'abondance d'eau dans la ville éternelle a permis dès l'Antiquité la construction de fontaines somptueuses. Les papes renouèrent avec la tradition en remettant en service les anciennes canalisations et en faisant construire des façades monumentales ornées de splendides sculptures pour les nouvelles fontaines baroques. La fontaine de Trévi est sans aucun doute la plus célèbre de toutes. L'eau jaillit parmi les silhouettes de chevaux et de divinités, les rochers, les arbres et les arcs qui se détachent sur la façade d'un palais. Les petites dimensions de la place ne font qu'accroître la surprise du visiteur qui, sortant de l'enchevêtrement des ruelles avoisinantes, se trouve tout à coup en face de la fontaine.
Le style baroque qui caractérise la Rome des papes est aussi l'expression des grandes transformations urbanistiques de la ville. Ce style joue sur deux concepts, la scénographie et l'alternance de plein et de vide, c'est-à-dire de rues, de palais et de places. L'escalier 18e de la Trinité des Monts relie l'église bâtie au sommet de la colline à la Piazza di Spagna et qui s'étend à ses pieds et se prolonge avec l'étroite Via Condotti. Ainsi, cet escalier est non seulement une réussite sur le plan esthétique, mais aussi une solution agréable et fonctionnelle à une délicate articulation urbaine. La fontaine de la Barcaccia de Pietro Bernini, le père du Bernin, rappelle les barques de l'ancien port du Ripetta sur le Tibre. Au printemps, l'escalier est entièrement fleuri par les azalées des serres communales. L'été, il sert de décor à des défilés de mode. La Via Condotti est avec la Via Flatina, qui lui est parallèle et qui débouche comme elle sur la Piazza di Spagna, la rue traditionnelle des promenades et des boutiques élégantes. C'est dans cette rue que se trouve le Café Greco, fondé en 1760 et fréquenté par d'illustres visiteurs étrangers comme Goethe, Schopenhauer, Stendhal, Liszt, Wagner et par des artistes et des écrivains italiens des 19e et 20e siècles. Ces rues, à l'atmosphère élégante, sont celles des boutiques de mode et des joailliers que l'on retrouve dans les plus célèbres rues du monde entier, comme l'avenue Montaigne à Paris, la 5e avenue à New York et la Via Monte Napoleone à Milan. La Piazza del Popolo est une des merveilles architecturales qui font la gloire de Rome. La place, qui s'appuie à la colline du Pincio, est le point où convergent trois rues rectilignes, disposées en trident, et qui la relient respectivement à la Piazza di Spagna, à la Piazza Venezia et au Tibre. Giuseppe Valadier dessina cette place au début du XIXe siècle, avec au centre un obélisque égyptien provenant d'Héliopolis et la série de terrasses et de rampes qui la relient au Pincio. La Piazza Navona, dont la forme elliptique rappelle le pont d'un bateau, fut édifiée au-dessus de l'ancien cirque de Domitien, encore visible à l'une de ses extrémités. La fontaine des fleuves est une œuvre du Bernin, tandis que l'église de Sainte-Agnès et Inagone, tout en courbe et en relief, est de Borromini. La Piazza Navona donne l'impression d'une fête perpétuelle. L'atmosphère de la place est dominée par le joyeux désordre des trattori et par les allées et venues des passants qui, bien qu'ils ignorent le plus souvent le nom et la signification des pierres qui les entourent, ne peuvent rester indifférents à cette succession de merveilles. Les fontaines sont une constante de la ville. Elles sont présentes partout. Ici, la fontaine Paola domine Rome du haut du Janicule. Même la place de Santa Maria in Trastevere est ornée d'une fontaine autour de laquelle s'anime le quartier le plus humble de Rome, celui des artisans et des bateliers.
Aujourd'hui, dans les ruelles sombres et sur les places du Trastevere, le caractère populaire est un peu atténué par la présence des magasins de luxe et des touristes. De l'autre côté du fleuve se dresse le palais Farnèse, le plus grand édifice romain de la Renaissance et à la construction duquel participa Michel-Ange. Derrière le palais se trouve la première rue rectiligne de la ville, la Via Giulia, qui était dans l'esprit du pape Jules III, son commanditaire, l'axe autour duquel allaient s'organiser ces différents projets pour l'aménagement du centre de Rome. À partir de la Renaissance, les familles de la noblesse romaine et les autres dynasties de la péninsule se lancèrent dans la construction de somptueux palais résidentiels au cœur de Rome. En dehors du palais Farnèse, du Quirinal, du Latran et de la Chancellerie, figurent le palais Venezia, les palais des Doria et des Mattei, le palais Corsini, le palais Barberini et des dizaines d'autres demeures luxueuses. Certains de ces palais, comme le palais Colonna, abritent d'importantes collections d'œuvres d'art privées. La galerie Colonna, avec ses salons ornés de stucs, de miroirs, de fresques, de marbre et de statues, révèle le goût du XVIIIe siècle pour les collections et le luxe. Les murs des salons sont recouverts de toiles de Rubens, du Tintoret, du Titien, de Véronèse, de Guido Reni, de Guerchin et de Bronzino. Cette disposition des tableaux contribue beaucoup plus à créer un effet décoratif d'ensemble qu'à mettre en valeur chaque œuvre. C'est au XVIIe siècle également qu'on entreprit la construction de somptueuses villas suburbaines entourées de parcs immenses. Parmi les plus grandes figurent la Villa Doria Pamphili et la Villa Borghese, qui sont aujourd'hui des parcs publics. La Villa Borghese fut créée pour le cardinal Scipion Borghese, grand mécène et amateur d'art. Elle est le parc romain par excellence. Et ses grands pins parasols ont inspiré des poètes, des peintres et des musiciens. La Villa Borghese abrite d'importants musées, comme la Galerie Borghese, des allées monumentales bordées de chênes verts et de magnolias, des restaurants, un jardin zoologique, et un petit lac avec l'inévitable temple néoclassique sur son île. On y trouve également un petit champ de course, le Gallo Patoio et la grande esplanade de la Piazza di Siena, en forme de stade où se déroulent les concours hippiques et les parades. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, Rome connut un important développement urbanistique, malheureusement très déséquilibré. Ça et là, on trouve toutefois des réalisations originales et spectaculaires, comme la Piazza Esedra, avec la fontaine des Naïades, le palais de justice et l'hôtel de la patrie. C'est de cette époque également que date l'une des places les plus curieuses de Rome, la Piazza Mincio, œuvre de l'architecte Guido Coppede, qui a donné libre cours à son imagination pour créer ce délire de pierre qui est comme un clin d'œil au chef-d'œuvre du passé.
Dans les années 30-40, sous le régime fasciste, on érigea d'énormes monuments de marbre qui avaient la prétention de vouloir égaler la splendeur des édifices de la Rome antique. Parmi ces monuments, les plus célèbres sont le Foro Italico, la gare de Rome Termini, la Via della Conciliazione et surtout les Our, le quartier qui devait accueillir l'exposition universelle de 1942. Le symbole le plus grandiose de l'Eur est le Palazzo della Civiltà del Lavoro. Suspendu dans le vide, avec ses arcades et ses sculptures qui adoucissent un peu ses lignes et qui lui ont valu le nom de Colisée carré. C'est à la même période historique qu'appartient ce qu'on appela la fabrique italienne de rêve, la Hollywood sur le Tibre, Cinecittà, l'un des plus grands studios cinématographiques du monde. C'est là que s'achève le cycle de l'histoire de Rome, 1000 fois réinterprétée. Cette fois-ci, nous nous trouvons devant une Rome de plastique et de carton-pâte. Et pourtant, cette Rome-là aussi est devenue un mythe, comme celle des Césars, celle des papes et celle du peuple qui observe, immuable et ironique, les rêves des autres. Malheureusement, la Rome moderne est en train de devenir un assemblage de lieux communs. Le Tibre blond n'est plus blond, mais au contraire passablement pollué. Le crépuscule a renoncé au soulagement que lui apportait la brise du soir, car ce délicieux petit vent est désormais bloqué par les nouvelles constructions gigantesques. Et la Dolce Vita n'est plus qu'une illusion cinématographique, née de l'imagination de Fellini. Pourtant, malgré la nostalgie qu'on peut éprouver pour le passé, le charme de Rome est toujours vivant, en raison justement de cet inimitable mélange de passé et de présent, de sacré et de profane, sous le regard paisible et vigilant des chats et du peuple. La ville avait été bâtie pour célébrer le pouvoir. De ce théâtre de pierre et de marbre, il ne reste plus que la scène, sur laquelle le rideau des rêves est toujours prêt à se lever.